D3 TV, la chaîne du divertissement avec des films et séries inédits, des émissions innovantes et interactives, des magazines captivants et enrichissants. D3 TV, la chaîne authentique. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de D3 TV, merci de suivre recto verso votre émission quotidienne d'information et de décryptage qui aborde tous les sujets de développement avec un accent particulier sur les thématiques en lien avec la société, l'économie, la culture et les sciences. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous parlons encore de VIH-Sida. Nous l'avons dit, nous ne cesserons jamais de le dire, nous sommes dans le cadre du mois de la lutte contre le VIH-Sida et D3 TV, en tant que chaîne de télévision citoyenne, s'est engagée à mettre en œuvre une série d'émissions thématiques sur cette maladie. Nous mettons cette émission en collaboration avec ONU-SIDA et le Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida. Sur ce plateau aujourd'hui, nous parlons de stigmatisation, mais aussi de discrimination. Quels sont les enjeux liés à la stigmatisation et à la discrimination dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida? Quels sont les goulots d'étranglement en matière de discrimination et de stigmatisation? Et enfin, quelles sont les opportunités à saisir pour mettre un terme à la stigmatisation et à la discrimination? Voilà, mesdames et messieurs, autant de questions qui seront débattues au cours de cette émission. Pour en parler, deux invités, deux spécialistes de la question. Le premier est conseiller à l'ONU-SIDA, Dr Bassirou Diallo, que vous avez déjà l'habitude de rencontrer sur ce plateau. Et la deuxième invitée est Madame Awa Diko, chargée suivi de l'évaluation auprès de Arcade Santé Plus. Nous vous faisons découvrir ces deux invités tout juste après le jingle. De retour sur le plateau, Dr Bassirou, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Alors, qu'est-ce qui justifie le choix d'un thème comme celui de la stigmatisation et de la discrimination dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida? Merci Fousseni. Une fois n'est pas coutume, je commencerai par adresser mes salutations à tous les téléspectateurs de D3 TV. Pour revenir au sujet qui nous réunit aujourd'hui, la stigmatisation et la discrimination dans le domaine de la lutte contre le sida, le choix de ce thème est très important parce que pour nous, c'est l'essence même de la réussite de la lutte contre le sida dans un pays. Si on réussit à gagner contre la stigmatisation et la discrimination, ça facilite l'accès aux différents services et ça nous aide à aller vers l'élimination du sida qui est souhaitée à l'horizon 2030. Madame Awa Diko, vous êtes chargée des activités de suivi, évaluation communautaire auprès de Arcade. En quoi consiste votre travail, madame? Mon travail consiste à suivre un peu les animateurs terrain qui, dans un projet précis, font des activités et précisément dans le cadre de renforcement du système de santé. Ok. Et de manière globale, vous travaillez à Arcade Santé et quelles sont vos interventions sur le terrain? Et vous travaillez spécifiquement sur quel terrain? Pour parfaire les choses, j'aimerais commencer par le commencement. J'ai commencé par la prise en charge psychosociale des personnes vivant avec le VIH au CESAC, où on parle beaucoup de stigmatisation et de discrimination, comme vous l'avez si bien dit en première position. Et là, je suis au niveau de la direction pour le suivi et évaluation des activités terrain. Alors, Dr Bassirou, nous reviendrons vers vous tout de suite, madame. Je vais peut-être avec vous situer l'émission ou situer les différents thèmes dans leur contexte. Stigmatisation, on parle de quoi? Discrimination, on parle de quoi? Vous savez, la stigmatisation, c'est le fait d'associer des images négatives au VIH. Je peux peut-être donner un exemple simple, penser que tous ceux qui ont le sida ont péché, ou le sida, quand tu as le sida, c'est la mort.
Donc, le fait d'associer des images négatives comme ça, des pensées négatives, des images négatives au VIH et au SIDA, c'est ce qu'on appelle la stigmatisation. Maintenant, la discrimination, c'est un pas. La discrimination, c'est un traitement négatif, un traitement injuste, un traitement inégal à l'endroit d'une personne du fait de son statut sérologique VIH. Ok, madame, vous qui travaillez beaucoup sur le terrain, est-ce que vous avez de temps en temps des cas récurrents en termes de stigmatisation et de discrimination? Oui, en termes de discrimination, on a vu beaucoup d'employés se faire licencier. On a vu beaucoup d'élèves se faire radier de l'école parce que leur statut, on l'a su par des amis, par une collègue. Donc, on a vu des cas comme ça. Des cas de stigmatisation, on en voit un peu plus tous les jours. Il suffit d'être malade, il suffit de perdre un peu plus de poids que d'habitude. Il suffit d'être absente au boulot 1, 2, 3 fois par semaine et on commence à se poser des questions. Est-ce que le poids de la parole, ça dit beaucoup de choses. Des cas comme ça, on en a tous les jours. Ok. Alors, docteur Bassirou, aujourd'hui, quels sont, au-delà de ces exemples, des cas concrets ou des manifestations qui peuvent permettre aux téléspectateurs qui nous suivent de comprendre de manière très schématisée la stigmatisation ou la discrimination? Ok. Très schématisé. Quand on prend la stigmatisation, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus la perception, l'idée que les uns et les autres se font de la maladie. Les idées préconçues. Exactement, par rapport à la maladie. Donc ça peut être des stéréotypes, ça peut amener aussi à l'autostigmatisation, la personne elle-même se rétracte, ou ça peut être aussi la stigmatisation secondaire qui existe aussi. Ça, c'est la stigmatisation venant d'autres personnes, la famille, l'entourage, les amis et autres. Là. Donc, mais en réalité, comme je l'ai dit, j'ai donné un exemple en introduction en disant, c'est des gens qui vont penser que tous ceux qui ont le VIH ont péché, tous ceux qui ont le VIH vont mourir, tous ceux qui ont le VIH vont faire la maladie, alors qu'en réalité, c'est pas tout ça. C'est pas tout ça. Donc, c'est ceux-là cette perception qui prépare le terrain à la stigmatisation. Exactement. Quand on a des idées négatives, en ce moment, on est prêt à rejeter. On est prêt à juger mal, on est prêt à traiter mal. Donc, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, dans le cadre de la discrimination? Vous allez voir, quand on va dire à quelqu'un apprendra que X personne est touché par le VIH, est infecté par le VIH, il va s'éloigner de cela, il ne va pas utiliser le bol, par exemple, que cette personne a utilisé, il va éviter d'être en contact avec. Donc, voici un peu, ou bien il va même totalement, s'il a un pouvoir de décision sur cette personne, il peut le radier de son travail ou d'autres choses. Donc, ça se manifeste comme ça. Alors, à l'échelle internationale, quelles sont les dispositions qui sont prises pour lutter contre ces deux phénomènes? Oui, à l'international, la première chose, ce sont d'abord les textes. Il faut un gros travail au niveau législatif pour que les textes ne soient pas des textes discriminants. Donc ça, c'est important. Et si on arrive à gagner cette bataille, faire en sorte que les textes ne soient pas des textes discriminants, il faut faire en sorte que ces textes soient appliqués. D'abord que ça soit connu et appliqué. Au niveau pays, au niveau de tous les pays. Et si on réussit cela, c'est en ce moment petit à petit. Il faut aussi faire un gros travail d'information et de sensibilisation. Parce que j'ai dit, c'est lié, il y a un lien avec la perception. Donc il faut faire en sorte que les gens apprennent davantage sur la maladie. Et quand ils sont mieux informés sur la maladie, ça réduit fondamentalement les actes de stigmatisation et de discrimination. Enfin, il faut aussi faire en sorte que l'accès aux services puisse être facile. Parce que aujourd'hui, avec l'évolution de la maladie et l'évolution des moyens techniques et technologiques, on arrive à vivre avec le VIH. Il y a des gens qui, quand ils rentrent dans cette salle et vous se présentent pour dire qu'ils ont le VIH, vous allez dire non. Donc, qui va discriminer une telle personne? Qui va stigmatiser une telle personne? Donc, si on arrive à faire en sorte que les gens, on travaille beaucoup sur les textes, on travaille beaucoup sur les réalités socio-culturelles, on travaille beaucoup sur l'accès aux services, tout ça ensemble va nous aider à nous éloigner de la stigmatisation et de la discrimination. Alors, Madame Diko, de votre côté, quelles sont les actions qui sont menées sur le terrain pour lutter, d'abord pour prévenir, mais aussi pour lutter contre ces différents cas?
Comme l'a dit Dr Bassirou, il y a des actions de sensibilisation et d'éducation qui sont menées un peu partout à Bamako et à l'intérieur du pays. Et en plus de ça, il y a des formations qui sont axées sur la santé, sur les personnels de santé, les jeunes, les femmes, les leaders religieux surtout, avec une grosse sensibilisation, une large formation de tous ces acteurs-là. Je crois qu'il y aura moins de stigmatisation et de discrimination. Voilà, mesdames et messieurs, introduite la première partie de cette émission consacrée à la stigmatisation et à la discrimination. Vous l'avez certainement deviné. Nous revenons sur le plateau dans un court instant pour le débat de fond. De retour sur le plateau, Dr Bassirou Diallo, quelle est l'ampleur aujourd'hui de la stigmatisation et de la discrimination dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida? L'ampleur, il m'est difficile de donner des chiffres actualisés parce que malheureusement la dernière étude au Mali dans ce domaine date de 2015. Donc 2015 à maintenant, ça fait quand même 10 ans. Et donc, en termes de chiffres, ce ne sont pas des chiffres actualisés. Mais sur le constat en la matière est que la stigmatisation et la discrimination sont deux phénomènes qui sont intimement liés au VIH et au SIDA. Ça se voit partout, au quotidien. Les personnes vivant avec le VIH le vivent au quotidien et dans les actes souvent délibérés ou involontaires. Donc on le sent régulièrement. Et donc du coup, ça nous amène à suffisamment travailler là-dessus. Même l'ONU-SIDA a dédié une journée spéciale à la stigmatisation et à la discrimination. Précisément, c'est le 1er mars de chaque année. On célèbre un peu pour essayer de mobiliser le monde comme ça, pour vous dire que c'est un phénomène qui est... C'est pas seulement au Mali, c'est un peu partout. C'est un peu partout. Il y a eu un gros travail à l'international, sinon on sait même que il fut un temps, presque dans beaucoup de pays, quand tu étais infecté par le VIH, tu n'étais pas autorisé à rentrer dans beaucoup de pays. Mais il y a un gros lobbying, un gros plaidoyer de l'ONU-SIDA à l'international, ce qui a amené beaucoup de pays à changer les textes. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a un gros travail législatif à faire. Alors, Madame Diko, un aspect important, on parle de stigmatisation et de discrimination, oui, mais la situation aujourd'hui n'est pas pareille qu'il y a 20 ou 30 ans. Oui, parce qu'une avancée des choses, au niveau de Arcade Santé Plus, on a des conseillers psychosociaux, des travailleurs sociaux qui sont là pour leur prise en charge. Dans chaque unité de Arcade Santé Plus, que ce soit à l'intérieur ou à Bamako ici, la prise en charge se fait correctement. Et il y a une disponibilité du personnel pour ça. Alors, quelles sont aujourd'hui les couches les plus touchées en termes de population clé ou peut-être en fonction des sexes par rapport à cet état de fait? On dira beaucoup plus les femmes. Vous connaissez la place de la femme dans la société. Elle est minimisée, stigmatisée. Et puis après les femmes, nous avons les personnes vivant en zone rurale. L'information n'est pas beaucoup plus comprise à ce niveau. La sensibilisation, elle est très difficile, elle n'est pas bien comprise. Après, on a les personnes qui sont moins scolarisées. Parce que la sensibilisation, il faut le faire, oui, mais il faut que la personne puisse comprendre. Voilà. Si l'intéressé même n'a pas compris, le patient qui est là, qui n'a pas compris de quoi je souffre, la stigmatisation c'est quoi, la discrimination c'est quoi, face à la maladie que j'ai, c'est très très difficile. Voilà. C'est un aspect très important. Il y a aujourd'hui la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH font l'objet de discrimination, oui, et c'est indéniable, mais il faut reconnaître aujourd'hui que la situation par rapport à il y a longtemps a changé. Moi, je relativise. Je ne dirais pas forcément que la situation a changé, mais nous avons fait des progrès énormes en matière d'accès au traitement. Et comme je le disais, ceux qui sont sous traitement, ils sont bien portants. Donc, on pense naturellement que la stigmatisation a diminué, parce que tout simplement, on voit les gens en bonne apparence, en bonne apparence. Donc,
quelqu'un qui apparemment se sent plus en forme que toi, tu ne vas pas le stigmatiser. Donc le progrès, c'est beaucoup plus là-bas. Ok. Sinon, c'est chaque fois, imaginez quand ils vont voir quelqu'un squelettique, je m'excuse, un squelettique, c'est juste pour dire quelqu'un qui est totalement amaigri, je m'excuse d'avoir utilisé cette expression médicale, mais que quand les gens continuent à voir ça, ils vont penser au sida, ils vont penser à tout ce qui s'en suit derrière. Autrefois, c'était ça. On n'avait pas le traitement. Du fait qu'on n'avait pas le traitement, les gens venaient à des stades avancés de la maladie, et même malgré qu'on les recevait à des stades avancés de la maladie, on n'avait pas les moyens de les traiter. Donc, du coup, l'environnement familial, social se rendait compte que quelque chose, et donc ça renforçait la stigmatisation. Mais c'est cette tendance qui a été un peu renversée. Aujourd'hui, on a l'accès au traitement. Le traitement est disponible un peu partout. Quand vous venez, vous êtes dépisté. Aujourd'hui, on parle même de tester et traiter. Vous venez aujourd'hui, vous êtes testé aujourd'hui, le test est positif et vous êtes préparé à accepter le traitement, on te met le traitement immédiatement. Donc, du coup, quand vous commencez à prendre le traitement, la quantité de virus circulant dans le sang va diminuer. C'est que le médecin va appeler la charge virale. Oui, la charge virale va diminuer. Et si la charge virale diminue, le système de défense est en forme, donc tu reprends, tout va bien, tu vas le dire, personne ne saura que tu as quelque chose. C'est cela qui a changé. Oui, ça veut dire que les perceptions ont évolué. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, on se disait quand on est atteint du VIH, c'est la mort totale. Aujourd'hui, on a des jeunes aujourd'hui qui n'ont plus peur du sida parce qu'ils estiment justement que le sida ne tue plus. Non, attention. Ces jeunes n'ont pas peur du sida parce qu'ils n'ont pas cette information. Okay. Ils n'ont pas l'information en réalité. Cette information, elle est dans un petit milieu, Il y a un gros travail de communication à faire pour que les jeunes comprennent d'abord ce que c'est que le VIH, ce que c'est que le sida, comment ça se manifeste, comment ça s'attrape. Et une fois qu'on a le VIH, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, il y a un gros travail à faire. Donc, si on réussit à faire cela maintenant et que les gens arrivent à vivre tranquillement avec le virus, qui est moins de regard sur eux, donc on peut dire qu'on a fait des reculs. Mais moi, je peux te dire aujourd'hui, et quand on parle de ce sujet, il m'intéresse particulièrement, stigmatisation, discrimination, parce que ça me fait revenir en arrière, 10 ans, 20 ans en arrière, quand j'étais médecin dans les sites de prise en charge, avant d'arriver au niveau stratégique où je suis aujourd'hui. Je suis passé par là. J'ai pris en charge des personnes vivant avec le VIH. J'ai vu la stigmatisation, je vivais la stigmatisation au quotidien. Au-delà des malades, nous-mêmes qui nous occupons d'eux là, nous sommes stigmatisés. Moi, je peux vous raconter une histoire. Quand j'étais à Mopti, on avait un groupe d'amis, on se retrouvait tous les dimanches, discuter, causer, et faire tout ensemble. On a décidé une fois, bon, c'était même la première fois, on a décidé, ok, cette fois-ci, comme il y a la fête de Ramadan, on va cotiser pour acheter un bœuf. On a cotisé, on a acheté le bœuf. Donc le bœuf, moi j'avais un peu plus d'espace au niveau du centre que je dirigeais, le César, donc on a attaché le bœuf quelque part là-bas. Le jour de la veille de la fête, on devait égorger. Donc j'ai dit, bon, venez, on va égorger le bœuf au niveau du César. Ils ont dit catégoriquement niet, ou bien eux ils ne veulent pas, ou ne mangeront pas la viande. Et ça, moi j'ai vécu ça. C'est pas une personne vivant avec le VIH. C'est moi en tant que médecin. J'ai vu un enfant mourir. Disons, un ami a perdu un enfant parce que dans sa tête, il est configuré que je suis médecin de sida. Je ne pouvais pas m'occuper de son enfant. Wow. Il a pris l'enfant, il est allé dans un circuit de santé. Malheureusement, c'était un week-end, l'enfant n'a pas pu accéder à un médecin. Entre-temps, l'enfant est son mort. État, ouais. Oui, est mort. Il est venu nous annoncer le mort. Je suis allé au cimetière pour l'enterrement. Mais il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Non, mais parce que dans sa tête, je suis médecin de sida. Je ne devrais pas toucher à ça. Alors que moi-même, surtout à l'époque, je suis un ancien de la pédiatrie. J'ai fait toute ma thèse en pédiatrie haute. Là. Donc j'avais plus ce profil. Mais non. Madame, est-ce que c'est la même situation au niveau local, vous qui êtes un peu plus en contact avec les communautés? Bien sûr que oui, parce qu'il est dit que tous ceux qui travaillent dans le domaine du VIH et aussi des personnes vivant avec le VIH. C'est encore des stéréotypes. Encore aujourd'hui, oui. En 2025? Si. Ok. Donc on se dit d'une part il y a une avancée, d'autre part il y a une incompréhension. Ouais. Vous voyez un peu. Ouais. Le VIH reste le VIH.
il y a une avancée, comme vous l'avez si bien dit, dans le domaine du traitement, la prise en charge psychosociale. Tout ça, c'est bon. Le traitement est gratuit, la prise en charge est gratuite à 100%. Mais les stéréotypes, ça reste. La stigmatisation, ça reste. La discrimination, ça reste. Nous faisons de notre mieux pour la prise en charge des cas que nous avons. Mais ça reste. Mais quelles sont les personnes que vous suivez, quelles sont les informations qui remontent le plus souvent? Quel est l'impact de cette situation sur leur traitement de manière générale? Est-ce que ça pousse certains à abandonner, par exemple? Bien sûr que oui. Une personne qui se voit stigmatisée peut ne pas prendre son traitement parce qu'elle peut être isolée tout le temps. On est tout seul dans son petit coin. Pour faire manger la personne, on lui donne son plat juste comme ça, avec un jet. Autre part, si c'est au niveau de l'école, les enfants, on le regarde de gauche à droite. Il paraît qu'il a cette maladie, il paraît qu'il a cette maladie. Ça pousse le patient en général à se recroqueviller sur lui-même, à ne pas prendre le traitement, à ne pas aller en consultation médicale. Et dans d'autres cas, ceux qui ne connaissent même pas leur statut, ça leur pousse à ne même pas aller aux soins. Ça les pousse dans l'inobservance, à ne pas bien prendre le traitement. Exactement. Voilà, ça ne facilite pas les choses. Normalement, Dr Bassirou, on devrait dépasser cette étape parce que sur le cycle de la peur, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits en termes de discrétion, en termes de... Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, j'ai envie de dire? En fait, comme je l'ai dit, il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès indéniables. Moi, quand je fais la comparaison, autrefois, même dans les structures de santé, c'était difficile d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'une personne vivant avec le VIH. Même dans les structures de santé. On voyait une personne vivant avec le VIH, CESAC. On voyait une personne vivant avec les structures publiques. On voyait une personne vivant avec les gens, allez-y en consultation au CESAC. À l'époque, les médecins, ils écrivaient B83. Je vais décoder l'affaire aujourd'hui. C'était B83 sur une fiche. Le médecin, le malade ne sachant pas ce que c'est que B83, c'était un peu le code de transmission. Ouais. Donc, c'était un cas découvert, allez-y au CESAC. Mais aujourd'hui, dans toutes les structures de santé du Mali, aujourd'hui, on a du personnel capable de prendre en charge le personnel, de s'occuper du personnel et qui le fait avec plaisir même. Donc ça, c'est déjà un grand changement. Exactement. Un grand changement. Aujourd'hui, il n'y a pas une structure au Mali, dans aucune région du Mali, où tu n'as pas un jeune ou un médecin qui est formé, qui a les compétences en matière de prise en charge avec des personnes vivant avec le VIH, une sage-femme qui a des compétences en matière de prise en charge et qui font ce travail avec plaisir, qui s'occupent très bien de moi. Donc ça, c'est vraiment une avancée énorme. Okay. Et ce n'était pas le cas il y a quelques années. Okay. Moi, je vais juste illustrer, on fait un peu la comparaison avec. Quand j'étais responsable d'une suite de prise en charge à Mopti, je me rappelle de cette dame-là qui a failli mourir parce que, à cause de la discrimination, totalement abandonnée par tout le monde. Donc finalement, comme vous l'avez en lien avec votre question, donc elle avait aussi abandonné ses prises de médicaments. À l'époque, le centre que je dirigeais ne devait pas hospitaliser un malade parce qu'on n'avait pas le dispositif pour assurer la continuité du traitement en dehors des heures de travail. Donc on n'était pas autorisé à hospitaliser un malade. Mais sauf que les structures qui étaient habilitées à hospitaliser les malades ne voulaient pas s'occuper des personnes vivant avec le VIH. Donc c'était un dilemme. Parce que ces structures-là, elles-mêmes, quand ils avaient un cas positif, ils m'appelaient. Donc, cette dame, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même pris un risque énorme. J'ai amené cette dame à Mopti, au niveau du CESAC. Je l'ai fait hospitaliser, bien que je n'étais pas autorisé à hospitaliser. Donc, matin, midi, soir, moi-même, je préparais à la maison. Ma femme, je prenais le repas de ma femme pour venir donner à la dame. Nous nous sommes répartis le travail en équipe. Tous les matins, à l'époque aussi, le traitement était un peu plus compliqué. Aujourd'hui, il y a des molécules, tu prends un seul comprimé, tu prends un truc. À l'époque, c'était 12 comprimés, des trucs comme ça. Donc, nous nous sommes répartis. Il y a l'infirmier avec lequel je travaille, Bouakar Traoré, c'est le lieu pour moi de le féliciter pour tout ce qu'il a fait avec moi à Mopti, venait tous les matins pour lui donner son traitement. Mariam, qui aussi était dans mon équipe, si elle aussi elle suit l'émission, vraiment je suis fier de tout ce que nous avons fait ensemble à Mopti. Mariam venait tous les midis, vers 14h, lui donner son traitement, et moi-même je venais toutes les nuits. Et nous nous sommes organisés comme ça. Nous avons réussi à mettre cette dame sur pied et la retourner en famille.
Alors aujourd'hui, quelle est l'histoire de cette dame? Et c'est vrai que j'ai perdu tout contact avec elle, mais il y a des histoires comme ça avec beaucoup d'autres qui vivent, que je vois, mais ça fait longtemps quand même. Cette dame, c'était une dame qui venait à quelques 7 km de Mopti, je ne dirais pas le nom du village. Espérons que cette dame vous regarde en ce moment et qu'elle est aussi fière du travail que vous avez fait avec elle. Alors madame, est-ce qu'il y a des cas, vous personnellement, de stigmatisation qui vous ont touché? Vous êtes peut-être personnel, agent communautaire, vous suivez des cas, vous êtes bien préparé, vous êtes formé, mais souvent il y a des cas qui déstabilisent. Est-ce que vous avez connu des cas comme ça de stigmatisation, de discrimination qui ont failli vous déstabiliser? Beaucoup. Allez-y. Je commence par cette dame qui a été abandonnée devant le CESAC par ses parents. C'est vrai que le jour où on l'a découverte, elle était malade. Arrivée au CESAC, le gardien m'a dit que oui, il y a une dame qui est couchée de l'autre côté. On dirait que mentalement, ça ne va pas. On l'a rapprochée, c'est vrai que ça n'allait pas du tout, elle parlait à peine. Elle n'arrivait même pas à dire d'où est-ce qu'elle venait, son identité. Non, elle ne connaissait plus. On l'a amenée, c'était un cas d'exception. Parce qu'on se dit, pour faire le dépistage, il faut l'accord de la personne. Ouais. Et là, son état était vraiment altéré. On a décidé de faire le dépistage. Elle était positive. Elle toussait beaucoup. Le diagnostic a montré par les médecins plus tard qu'elle faisait la tuberculose. Et où la mettre? Voilà un grand souci. Qui l'a déposée devant le centre? On ne le sait pas. On a appelé une grande leader dans la prise en charge qui est communautaire. On l'a appelée, on l'a demandé son appui afin qu'elle garde cette dame, lui donner des soins en attendant qu'elle retrouve sa santé. Ce fut fait. Elle est restée pendant un trimestre. Elle a pris son traitement grâce à cette dame. Elle a pris ses ARV. Et quand elle a commencé à se rétablir tout doucement, elle nous a fait croire que c'est ses parents même qui l'ont déposée devant le centre. Avant qu'elle ne perde la mémoire, pardon, elle était à la maison. 2-3 jours après, elle s'est retrouvée. Elle ne savait pas comment elle est venue, mais elle savait bien qu'elle a quitté chez les parents. On a fait des démarches pour retrouver les parents qui n'ont pas voulu la recueillir du tout. Pendant plusieurs années, elle a suivi le traitement, elle est restée avec cette belle dame et plus tard, elle s'est remariée parce que son premier mari était décédé, par suite de quoi, on ne le sait pas, elle-même, elle ne le savait pas. Donc elle s'est remariée, elle a eu des triplés à la date d'aujourd'hui, les triplés ont grandi et puis vont à l'école, mais elle a perdu tout contact avec ses parents. Ça, c'était vraiment un choc, et pour elle et pour nous, de voir qu'on peut laisser son enfant, sa sœur, devant un centre de santé, faire demi-tour, même une fois rétablie, ne pas la chercher, ne pas chercher à savoir ce qu'elle est devenue. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Mali. Ça, c'est des choses qu'on a dépassées. Voilà. Y a-t-il un autre cas? Beaucoup d'autres cas. C'est important, on va dire c'est l'émission de l'émotion. On a besoin aujourd'hui, pour toucher les téléspectateurs, d'évoquer ces cas. Et je pense qu'à partir de ces exemples, on peut aussi toucher la sensibilité de nos téléspectateurs pour prévenir de potentiels cas de stigmatisation. Un autre cas, ça c'est une jeune fille qui a été amenée par sa maman. Elle ne connaissait pas le diagnostic. Une fois dépistée, la jeune dame a voulu qu'on partage le statut avec sa maman puisqu'elles vivent ensemble. Ce fut fait et elle a coopéré, elle s'est dit être prête à accompagner sa fille pour le traitement et tout. Mais une fois à la maison, elle a plié les bagages de sa fille et lui a dit de sortir, de partir. Son état n'était pas bien. La jeune dame, elle est partie nous voir, elle nous a exposé des problèmes. Puisqu'elle avait déjà coopéré avec nous, on s'est rendu à domicile, mais elle n'a voulu rien entendre du tout, rien. Et elle nous assure que si jamais on laissait la jeune fille, qu'elle risque de la tuer et de se tuer elle-même. Ça, c'est des cas extrêmes. Alors, on revient, je vais revenir avec vous, docteur Bassirou. Qu'est-ce qui explique cette situation?
Oui, je vais aussi peut-être illustrer quelques cas. On peut passer toute cette émission à vous donner des exemples. Nous en avons vécu de toutes les couleurs. Je vais revenir pour qu'est-ce qui pourrait expliquer cela. Mais je me rappelle de cette dame. À l'époque, le traitement n'était pas disponible qu'à Bamako. Et au niveau de Bamako, 3 centres. Donc moi, je mis en place, à l'époque j'étais à Mopti, j'ai mis en place un système de réseau qui me permettait d'envoyer les patients vivant avec le VIH de Mopti bénéficier du traitement ici. Ensuite, le retourner à Bamako, je prenais le relais. Il y a cette dame qui était infectée à l'époque. Je l'ai envoyée ici avec l'accord bien sûr de sa famille. Donc elle est venue, malheureusement elle est décédée à Bamako ici. Je ne savais pas que c'était une occasion pour la famille de se débarrasser d'elle. Wow. En l'envoyant à Bamako ici. Et quand elle est venue, elle est décédée ici. Quand elle est décédée, on a appelé la famille pour dire que malheureusement elle est décédée ici. La famille dit non, trouvez, c'est votre corps, gérez ça. La famille n'a pas voulu, On a tout fait pour amener le corps à Mopti. La famille n'a pas voulu. Je suis allé. Et tiens-toi bien, c'est ce qui fait que la prise en charge des personnes vulnérables, moi j'adore. Ça nous amène à sortir de nos zones de confort, ça nous amène à être une autre personne, à voir l'être humain autrement. Alors, ce n'est pas être un simple médecin. Je suis allé voir à la mosquée, discuter avec les leaders religieux qui ont accepté. On est venu à l'hôpital Gabriel Touré. C'est le jour où moi-même, Bassirou, j'ai mis le corps dans un seuil pour attacher autres. Donc avec le monsieur, c'était une dame. Normalement, c'est les dames qui s'occupent des dames. Mais nous, j'ai fait ça. Ensuite, on a mis dans les glacières, comment on appelle ça, au niveau de la morgue, les tiroirs, exactement. Tiroirs. Quand je vais dans les structures de santé, très généralement, je ne me présente pas. Je n'aime pas trop me présenter médecin. Je viens comme un citoyen ordinaire, je gère mes trucs. Ça me permet de me faire une idée de tout ce qui se passe et de pouvoir bien en parler. Aujourd'hui, je suis à l'aise de parler de ça sur un plateau. Je me rappelle quand j'étais dans la mort, quand il fallait mettre le corps dans les tiroirs, le manœuvre de la mort, quand je le voyais crier sur moi, « Asenta, Abdallah a poussé !» Mais je l'ai fait. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais su que je suis médecin. J'étais médecin, je suis médecin. Donc ça, on l'a fait. Et après, le soir, on a amené ce corps à la mosquée, on a prié là-dessus, on a fait l'enterrement ici. Donc on a plein d'exemples, des choses, et qui sont des choses réelles, c'est pas qu'on invente. On a vécu ces situations. On parle de quelle année, docteur Bassirou? Ça, je parle de... Ça, c'était vers 2002-2003, à l'époque, effectivement. 2002-2003. Ok. Oui, mais ce sont des choses qu'on continue à voir. On a vu des familles qui, pour venir, la dame, le malade était couché, le malade est couché dans une chambre totalement abandonnée. On vient, on dépose le plat. Avec un bâton, on pousse le plat. Nous avons vécu ça. On partait faire les soins à domicile, on voyait ça. Et on venait, on s'occupait là. On montrait à la famille qu'on pouvait s'occuper de ces malades-là sans aucun risque. Et c'est tout ça qui a contribué à révolutionner la lutte contre le sida aujourd'hui. C'est tout ça qui a contribué à révolutionner. Mais maintenant, pour revenir à votre question, qu'est-ce qui explique cela? C'est la connaissance. Exactement. C'est la connaissance. C'est d'abord la perception, et cette perception est fondée par une mauvaise connaissance. Exactement. Et je peux vous raconter une histoire qui transforme, qui est une histoire intéressante pour moi. Ça, c'est un ami. Quand nous étions en train de faire l'ouverture du CESAC de Mopti, j'ai amené des personnes vivant avec le VIH de l'association de Bamako pour aller m'aider à lancer l'activité du CESAC, de l'ouverture du CESAC. Et à l'époque, il y avait un grand spectacle, comment dirais-je, au stade Barema Bokoum. C'était vers les années 2002. Un grand spectacle que j'avais organisé parce que j'ai quitté Action Mopti pour le CESAC. Donc c'était de façon conjointe, on a organisé cette activité, on a fait venir les personnes et ça coïncidait avec l'ouverture. Donc à cette activité, les personnes vivant avec le VIH que j'ai amené, qui devaient faire un témoignage à visage découvert. Imaginez à cet effort, aller faire un témoignage à visage découvert à Mopti, une petite ville où tout le monde se connaît. Exactement. Donc l'équipe de personnes vivant avec le VIH, je l'ai fait loger et j'avais aménagé au premier étage des logements, au niveau de mon bureau, des logements. Donc les gens qui venaient, je les faisais loger là-bas.
Donc, le matin, j'ai dit à un ami, venons, on va aller voir mes invités. Exactement, mes invités. On est allé, on a salué, j'ai fait les présentations, mais sans dévoiler les statuts sérologiques, bien sûr. On a fait les présentations. Ensuite, mon ami il dit qu'il avait soif. On a amené un pot, il a bu. C'était avec Mariam que je viens dont j'ai parlé, qui est la présidente du REMA Plus aujourd'hui. Le soir, on va à l'événement et les gens font les témoignages. Il voit, mon ami, c'est un meilleur ami, un de mes meilleurs amis. Il voit le témoignage de ces gens-là. Les gens que lui, il a fréquenté le matin, en train de témoigner le soir qu'ils ont le VIH. Immédiatement après l'événement, il est allé à la maison. Il me dit, Bassirou, je ne pouvais pas imaginer que tu pouvais me faire cela. Il dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Il a expliqué. Mais j'ai pris le temps de l'accompagner, de l'expliquer, de le faire. Mais ce monsieur, par fini, a été l'un des plus grands soutiens des personnes vivant avec le VIH à mon temps. Il a mobilisé des projets, des financements, il partait les voir au niveau des sites. Donc, pour vous dire que la connaissance, elle est importante pour transformer les perceptions. Exactement. On va revenir, Dr Bassirou. Avec vous, c'est le dynamisme dans les interventions. Nous revenons un peu avec Awa Diko pour les émotions. Je sens encore de l'émotion dans vos yeux. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cet état de fait, madame? Je me retrouve dans mon monde. Le VIH, c'est nous. C'est moi, c'est lui. C'est Arcade Santé Plus. Je me souviens encore de cette dame, un autre cas, qui a été référé par ses parents, parce que veuve, son mari était sous traitement. Elle ne l'a jamais su. Au décès du mari, on la regardait. Un regard stigmatisant. Personne ne disait mot, même pas ses parents. Tout doucement, son état a commencé par dégringoler. Et un beau jour, sa maman lui dit, va là-bas. Là-bas, c'est où? C'est à côté de la Comatex. Il y a un hôpital là-bas, il faut demander. Où on fait le traitement gratuitement. Elle est venue tout doucement. Tout doucement. On a commencé le traitement. Elle a bien compris tout ce qui se passait. Le counseling, ça s'est bien passé. L'annonce, tout. Et elle me dit, Daraouli, c'est notre jargon. J'ai senti que j'étais malade depuis avant le décès de mon mari. Mais il ne m'a jamais dit qu'il prenait ce produit-là. Parce que comme l'a dit le docteur, on fait le dépistage le même jour que tu as le traitement. Donc une fois qu'elle a reçu la boîte, elle est revenue me voir pour me dire que Daraouli, je ne savais pas que mon mari était aussi malade parce qu'il avait cette boîte. Mais après la quarantaine, elle n'a plus retrouvé cette boîte. Elle ne savait pas ce que c'était. Elle n'a même pas imaginé que c'était des boîtes d'ARV. Cette dame, elle a commencé à prendre son traitement tout doucement. Je vous dis, en intervalle de 8 jours, je ne vais jamais oublier, c'est fait il y a une année maximum, en intervalle de 8-9 jours. Un matin, elle est revenue. Elle m'envoie quelqu'un qu'elle veut me voir. Elle était couchée dans une salle qu'on a là, dans la salle de son. Son état du premier jour et du jour où je l'ai vue, c'est comme si ce n'était pas la même personne. Du tout. Elle me dit, Daraouli, tu sais ce que je veux manger? J'ai dit non. Elle me dit, aubergine africaine. Là. J'ai dit, Goyo, elle me dit oui. J'ai dit, avec ton état, elle me dit oui. J'ai envoyé quelqu'un chercher ça. Et j'étais là, je me demandais en si peu de temps, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit qu'elle ne se sentait pas juste bien, elle n'était pas du tout assistée. Et arrivée à la maison, elle a partagé le statut. Et c'est de là qu'on lui dit, Ambek ma kalama.
Ça, c'est choquant. Et puis voilà, les regards encore plus stigmatisants, discriminants. Est-ce qu'elle a pris son traitement de ce jour au jour où elle est venue? On ne sait pas. Elle me touche les mains, elle me dit, va continuer ton travail, après on se verra. C'était la dernière fois. Hein. Parce que 10-15 minutes après, elle est partie. Hein. Et pour retrouver sa famille, ça a été dur. Donc j'en passe. Docteur Bassirou, c'est un témoignage émouvant, Oui, bien qui sûr. nous interpelle tous et qui met en branle la nécessité de l'information, de la communication. Oui, oui. Informer, communiquer, parce que c'est la clé pour changer les perceptions. Et quand on réussira à changer les perceptions, naturellement, on va facilement, disons, on va réduire la stigmatisation, on va réduire la discrimination. Mais tant que les gens continueront à avoir une mauvaise perception de la maladie, les gens continueront à avoir des attitudes stigmatisantes ou discriminantes. C'est important de sensibiliser, c'est important de communiquer là-dessus. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de perceptions qui ne sont pas fondées, qui sont des stéréotypes, qui ne sont pas fondés. Aujourd'hui, on peut vivre avec, on peut manger dans partager le même plat avec une personne vivant avec le VIH. Tu n'as pas la maladie, ça ne transmet pas la maladie. On peut dormir sur le même lit qu'une personne vivant avec le VIH. Ça ne transmet pas la maladie. On peut toucher à une personne vivant avec le VIH. Ça ne transmet pas la maladie. Mais malheureusement, jusqu'à preuve de contraire, le grand public ne connaît pas ça. On peut aller plus loin, docteur Bassirou. Oui. Nous avons reçu auparavant d'autres experts qui ont dit aujourd'hui qu'une fois que la charge virale bien sûr, on peut même avoir des relations sexuelles avec, bien sûr, transmettre la maladie. Bien sûr. En fait, peut-être je disais qu'on aura l'opportunité d'en parler dans ce débat. Les moyens pour lutter contre la stigmatisation, c'est le traitement. Exactement. Le traitement, c'est le phénomène miracle que nous avons aujourd'hui, parce que le traitement était devenu un moyen de prévention. Exactement. Donc, un traitement bien fait, bien contrôlé, avec une charge virale indétectable, cette personne ne transmet pas la maladie. Même si elle a un rapport sexuel non protégé, la personne ne transmet pas la maladie. Donc, faisons en sorte que les gens aient confiance, que les gens aillent se dépister. Si ceux qui sont positifs, qu'ils soient mis sous traitement antirétroviral, et nous allons briser la chaîne de transmission, nous allons briser la chaîne de la stigmatisation et la chaîne de la discrimination. Awa Diko, on revient vers vous, cette fois-ci encore pour parler des enjeux. Selon vous aujourd'hui, quels sont les enjeux liés à l'élimination de cette dynamique de stigmatisation et de discrimination autour du VIH-Sida? Moi, je crois que c'est l'accès limité aux soins. À la date d'aujourd'hui, les soins, on les a un peu partout. Le docteur l'a dit, il l'a redit. Il faut communiquer, il faut sensibiliser, il faut éduquer. Et là, ça commence au niveau sanitaire. Il faut que les patients sachent que le traitement est là. Ce n'est pas parce que je suis malade que je reste dans mon coin. Il faut penser à aller plus loin. Aujourd'hui, la maladie, c'est quoi? C'est quelque chose, il faut aller vers un centre de santé, il faut faire des bilans, poser un diagnostic et faire le traitement. Les cas d'isolement qu'on a, on ne s'isole pas parce qu'on veut, parce qu'on n'a pas l'information. Si on a l'information, ça ne vaut pas le coup de se mettre dans un coin. Exactement. Ouais. Docteur Bassirou, sur cette notion d'information, il y a un thème très clair en Bambara qui le dit, Kobana Kume. Est-ce que cette logique sied précisément dans le cadre de la lutte contre le VIH? Oui.
c'est très important, cette logique. Il faut mieux vous prévenir que de guérir. Parce qu'aujourd'hui, si la prévention marche, on aura moins de cas. Exactement. On aura moins de cas. Et si on a moins de cas, donc ça facilite un peu tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Donc il faut investir dans la prévention. Il faut faire en sorte que les gens aient l'information. Que les gens se protègent contre la maladie. Ou maintenant, malgré cette protection, ceux qui contractent la maladie, qu'on fasse en sorte qu'eux puissent accéder au traitement. Exactement. Parce que le traitement aussi est un moyen de prévention aujourd'hui. Donc ils accèdent au traitement et qu'ils prennent correctement leur traitement pour ne rompre la chaîne de transmission et ne pas infecter d'autres personnes. Exactement. Donc cela est important, cela est essentiel. Mais je voudrais aussi insister sur un petit aspect. Cette stigmatisation qu'on est en train de voir, elle n'est pas qu'au niveau social, elle est même au niveau médical. Exactement. La stigmatisation est aussi au niveau médical, dans nos structures de santé. La stigmatisation est là, la discrimination est là. Aujourd'hui, j'ai dit, en faisant de comparaison il y a 20 ans, 25 ans, j'ai dit nous avons fait d'énormes progrès, des progrès énormes. Ah oui, on a fait ça, j'ai expliqué tantôt. Mais aujourd'hui, même dans nos structures de santé, vous allez voir, si c'est Fousseni Maïga, qui est médecin chargé de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, Awadiko, la sage-femme chargée de la PTM et autres, là, vous allez voir quelqu'un qui fait un test de dépistage d'une personne qui est présente. Ah, Fousseni, il y a mon bien. Fatuma Digo, Aminata Digo, il y a mon bien. C'est comme ça qu'ils disent. En tant qu'agent de santé, c'est déjà de la stigmatisation. La commence d'abord dans le dispositif sanitaire. Ça, aujourd'hui, même aujourd'hui, on entend ça. Je ne dis pas forcément que tout le monde le fait. Mais aujourd'hui, dans nos structures de santé, il y a des gens qui continuent à dire que Fousseni Maïga, il y a mon bien. Fousseni Maïga, tu as un cas ici. Exactement. Aujourd'hui, il y a un gros travail à faire à ce niveau aussi pour que nous puissions montrer que nos structures de santé ne sont pas des structures stigmatisantes et discriminantes. L'enjeu de l'information, l'enjeu sur la perception. Alors, Madame Diko, je volue avec vous. Est-ce que vous pensez, au regard de tout ce qui vient d'être dit, au regard des situations que vous vivez au quotidien, qu'il est possible de lutter contre la stigmatisation et la discrimination en toute réalité? Il est possible. Il est vraiment possible. Il faut d'abord connaître la maladie et être sûr que le VIH est une réalité. Pourquoi je le dis? Au cours des sensibilisations, il y a des adultes qui nous posent encore des questions à savoir, est-ce que le VIH existe? À la date d'aujourd'hui, nous sommes en 2025. Est-ce que ça ne reste pas un projet? Avec tout ce que nous vivons, cette question n'a pas droit d'être. Mais on est obligé de les répondre, de les sensibiliser. Donc je me dis, au-delà de la sensibilisation, il faut croire d'abord à la chose. Parce que la sensibilisation, on le fait. Mais est-ce qu'on le prend en nous ou bien on le dit juste, ça passe, on l'écoute juste et puis on continue. Donc il faut d'abord croire en la chose. Alors, connaître la maladie. Accepter les patients. Accepter que chacun de nous a un ou une personne vivant avec le VIH chez soi. C'est ce que je dis souvent, les gens me disent ah ouais, tu ne crois pas que c'est trop? J'ai dit non. Dans chaque grande famille, tu trouveras qu'il y a un ou une malade. Il faut l'admettre. Et si on le sait, pourquoi ne pas chercher à savoir qu'est-ce que c'est le VIH? Comment faire sa prise en charge? Comment accepter le ou les patients chez soi, dans les familles, dans la communauté, dans les services? Pourquoi ne pas les accompagner? Exactement. Oui. Docteur Bassirou, ça nous ramène à la question sur les goulots d'étranglement, les défis en termes de lutte contre la stigmatisation. Oui, en plus de tout ce que Awa a dit, je voudrais quand même ajouter aussi le côté législatif, les lois. C'est très important. Oui. Parce que certaines lois peuvent être des freins à la lutte contre le sida et renforcer la stigmatisation et la discrimination. Ouais, il faut privilégier les approches socio-culturelles. Tout à fait. Allez-y, madame, vous avez envie d'intervenir sur ce point? Exactement. Les approches socio-culturelles, c'est très important. Les acteurs religieux, c'est très important. Les associations de femmes et des femmes leaders, les jeunes, c'est très important. Ça, c'est les piliers, ça, c'est les portes de sortie et en même temps les portes d'entrée. Je crois qu'il faut
Ça pésante. Et puis il y a des politiques aussi. La politique, quand elle est derrière, ça marche. La population est là. Si la politique accepte, la communauté, tout le monde va accepter et puis on va adhérer à tout ce qui s'est fait. Ok, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous avez des exemples de leadership politique ou des exemples d'exemplarité sociale qui ont fait bouger les lignes sur certains cas? Pas nécessairement. Dans le cadre de la prise en charge mère-enfant, par exemple, dans le cadre de la PTME. Et je ne sais pas quelle loi a été prise exactement, mais je sais quand même, Dr Bassirou va m'appuyer, qu'il y a des dispositions qui sont prises pour le suivi correct de la femme enceinte jusqu'à l'accouchement. Parce que jusqu'à preuve de contraire, on a des enfants qui sont nés séropositifs. Exactement. Je sais qu'il y a des décisions qui ont été prises par l'État à travers la cellule sectorielle de lutte contre le VIH. Et moi, je crois que c'est des politiques qui doivent être vraiment accentuées et appuyées et revues. Et je crois que ce n'est qu'avec ça qu'on aura moins d'enfants infectés. Parce que dites-vous que des enfants de 0 à 5 ans qui viennent infectés, ça fait mal. Exactement. Avec des mamans infectées et le papa infecté, ça fait mal. Des enfants qui viennent à 3-4 ans, c'est des orphelins. Moi, j'ai rencontré une famille où 4 enfants sont infectés. La maman, elle est infectée. Le papa, il est décédé. 4 enfants infectés, le même jour, pour la seule dame. Vous voyez ce que ça fait? C'est fort. Exactement. En termes d'exemplarité de leadership, ATT est un modèle dans le domaine de la lutte contre le sida. Oui, et il faut aller un peu plus loin. ATT est un modèle au niveau national. Dans ma notion de modèle, c'est aussi voir peut-être dans nos communautés à la base, des maires, des élus locaux, des leaders d'opinion, des religieux, des chefs de village, qui, une fois sensibilisés, peuvent aussi être de très bons relais pour faire changer les perceptions au niveau local. Est-ce qu'il y a des pistes pour cela? Si, d'où la formation de ces acteurs, des acteurs communautaires, des acteurs religieux, des jeunes femmes, des associatives, par Arcade Centre Plus. Ça se fait. Il y en a, mais je ne vais pas me mettre à citer sur ce plateau ici pour ne pas oublier certains et créer d'autres. Sinon, il y a des leaders religieux qui nous accompagnent dans la lutte. Il y avait même une coalition des leaders, religieux contre le VIH et le sida, et qui sont engagés, qui sont là, qui jouent leur rôle de leader. Et ça aussi, parce que je fais aussi un clin d'œil à nous, acteurs de la lutte contre le sida. Chacun a un rôle à jouer et chacun doit rester dans son rôle. Nous, acteurs de la lutte contre le sida, on ne peut pas demander à un leader religieux d'aller peut-être faire passer certains messages, même si ces messages sont utiles à la lutte contre le sida, qui ne vont pas avec statut. Exactement, son statut, la philosophie, etc. Mais en fonction de son statut et de sa philosophie, utilisons cette personne pour qu'elle puisse apporter l'information supplémentaire qui pourra nous aider dans la lutte. Oui, ça nous ramène à la notion de l'approche, de la méthodologie de sensibilisation. En tout cas, nous, cinéastes, nous avons bénéficié d'un accompagnement de Onisida qui nous a permis de faire un film sur la stigmatisation et la discrimination, un film qui a été présenté dans tous les festivals, qui a remporté le prix du meilleur film de sensibilisation avec la santé au FESPACO. Parce que ça aussi, c'est des initiatives, c'est des exemples aussi qu'il faudrait promouvoir. Tout à fait. C'est important, c'est vraiment important, tout ça là. En fait, il est aujourd'hui pour qu'on veut aller à l'élimination du sida. Et je le disais il y a une semaine sur ce même plateau que nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui pour aller vers l'élimination. Mais il faudra que chaque acteur sache qu'il est un pion essentiel pour aller vers l'élimination. Aujourd'hui, ce que Détroit TV est en train de faire, offrir cet espace aux acteurs de la lutte contre le sida pour véhiculer le message, pour sensibiliser, pour interagir avec la population, c'est une contribution énorme à la lutte. Et si j'imagine que, et c'est ce que nous souhaitons, aussi le Mali d'aujourd'hui, le Mali que nous réclamons aujourd'hui, avec toute la souveraineté que nous réclamons, ce sont des démarches comme ça que nous devons employer. Aucun acteur de la lutte contre le sida n'est venu démarcher Détroit TV. C'est Détroit TV qui est allé vers les acteurs de la lutte contre le sida pour leur dire que, ok, nous sommes au mois de lutte contre le sida, moi je vous ouvre nos portes. Venez vous adresser aux Maliens, venez parler aux Maliens, venez sensibiliser les Maliens pour qu'ensemble nous puissions contribuer. Imaginez
si toutes les télévisions maliennes avaient fait cela. Exactement. Imaginez si toutes les radios de la place avaient fait la même chose. On aurait quand même inondé. Toucher beaucoup plus de personnes. Exactement. En tout cas. D'information de la population. Et c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous voulons. Exactement. Donc, c'est le lieu aussi pour moi de remercier D3 TV pour cette contribution énorme et excellente à la lutte contre le sida. Et pour moi, qui mérite d'être capitalisé et partagé pour que les autres sachent qu'on peut contribuer. Tout n'est pas argent. Exactement. Tout n'est pas argent et lutter contre le VIH-Sida aussi une question de responsabilité. Les médias ont une responsabilité sociétale et D3 TV justement joue cette partition à travers ce rendez-vous. Alors madame, on revient encore vers vous, vous qui êtes beaucoup plus avec les communautés. Vous avez dit dans une partie de votre intervention l'impact de la stigmatisation, de la discrimination sur la continuité du traitement. Souvent certains vont jusqu'à abandonner. Est-ce que cette tendance est à la hausse? Les abandons dus à la stigmatisation, ou c'est quand même maîtrisé, je veux dire? Les abandons dus à la stigmatisation, je ne peux pas dire que c'est à la hausse. Ok. Puisque... Est-ce que c'est une tendance qui est continuelle, je veux dire? C'est continuel. Voilà. C'est une tendance qui est continuelle parce que les patients que nous perdons de vue, il y a un projet qui est là qui fait la recherche de ces pertes de vue. C'est au cours de l'entretien qu'on se rend compte que c'est des cas de stigmatisation ou de discrimination qui les a poussés à abandonner le traitement. Ok. Bien vrai qu'il y a d'autres raisons, mais ça continue. Alors, docteur Bassirou, je vais vous faire réagir un aspect qui est très important. La stigmatisation et la discrimination sont le plus souvent fondées sur des faits. Alors, aujourd'hui, si dans les centres de santé, il y a des médecins spécialisés ou des structures spécialisées pour le traitement du VIH, est-ce que ça ne crée pas aussi cette discrimination dans le traitement? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en avant peut-être un dispositif qui va faire en sorte que tout le monde va se confondre et on ne saura pas que voilà, c'est les médecins qui s'occupent du VIH? Est-ce qu'en réglant aussi ce problème, on ne peut pas aussi lutter contre la discrimination et faire en sorte que les gens puissent avoir accès au traitement sans forcément savoir? Fousseni, c'est une discrimination qui était nécessaire. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Okay. Si on n'avait pas fait cela, les gens allaient mourir sans traitement. À un moment donné, il fallait que certaines personnes se sacrifient. Et il y a des personnes, et je citerai Alou Sila sur ce plateau, il s'est sacrifié pour ces personnes-là. Bintou Keïta. Elle s'est sacrifiée pour ces personnes-là. À l'époque où personne ne voulait s'occuper des personnes vivant avec. Même dans les structures publiques. Personne presque ne voulait s'occuper de ça. Comme je l'ai dit, cas positif, allez-y au César. À l'époque, c'est Alou Sila, Bintou. Derrière eux, il y avait les Fodé, les Cissé et moi-même. Donc, c'est vraiment nous devrions être fiers de ce que nous avons apporté à cette époque-là. Maintenant, aujourd'hui, je suis parfaitement d'accord avec vous que nous devons franchir le cap maintenant. Et ça, c'est le combat. Aujourd'hui, Dieu merci, on est à un niveau stratégique aujourd'hui. C'est ce que nous essayons de faire passer auprès du ministère de la Santé. Les sites PTM, les sites, on doit arrêter cela maintenant. Toutes les structures doivent être des structures de prise en charge. Exactement. Tous les acteurs doivent avoir les compétences pour gérer les malades. Exactement. Il ne faut plus qu'on dise, ok, Bassirou n'est pas là, donc il faut attendre Bassirou. A dit aux malades, allez-y vous asseoir là-bas, le temps que Bassirou ne vienne. Non, on doit arrêter cela. Aujourd'hui, il faudra faire en sorte que nous faisons de nos structures de santé, de nos agents de santé, disons que nous renforçons nos agents de santé pour qu'ils aient les compétences nécessaires pour faire face à la maladie, gérer tous les cas de paix, qu'on ne soit pas obligé, dans une même structure de santé, à référer le malade, parce que tout simplement, c'est Fousseni qui a la compétence, Awa n'a pas la compétence, Bassirou n'a pas la compétence. Et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de formations qui ont été faites quand même. Aujourd'hui, il est temps maintenant que nous appliquions cette formation sur le terrain. Voilà, mesdames et messieurs, qui me fait à cette deuxième partie de notre émission. Vous l'avez certainement remarqué, beaucoup d'émotions dans les propos, mais aussi beaucoup d'engagement. C'est le propre de Bassirou. Il est très à cheval sur cette question parce que justement, il a passé toute sa vie à travailler sur les questions en lien avec le VIH-Sida. Nous prenons une courte pause et nous revenons sur le plateau pour la dernière partie de cette émission consacrée à l'autre égard.
Voilà, de retour sur le plateau pour la dernière étape de cette émission. Madame Diko, on commence avec vous. Aujourd'hui, quels sont les points de difficulté? Quelles sont les perceptions à faire changer? Et je pense que ça doit commencer d'abord dans le système sanitaire. Oui. La plus grande difficulté qu'on a, comme vous l'avez si bien dit, c'est dans le système sanitaire. D'abord. D'abord. À la date d'aujourd'hui, il y a des agents de santé, que ce soit médecins, que ce soit sages-femmes, infirmiers, qui ne veulent toujours pas nous sentir. Nous, personnes vivant avec le VIH, on a les mêmes droits, mais on n'est pas traité de la même manière que les autres patients. Ça, c'est une grosse difficulté. Si je donne un exemple d'un patient qui va dans un centre de santé qui n'est pas le CESAC, avec notre ordonnance, il a des difficultés à se faire soigner, à se faire ou bien à prendre des médicaments, des perfusions, okay. Des transfusions, pardon. Ça, c'est une grosse difficulté. Une personne infectée qui se rend dans un autre centre de santé de référence a des soucis à se faire consulter seulement si cette personne montre la dernière ordonnance du CESAC ou d'une unité de prise en charge de VIH qu'il montre au niveau du centre. C'est le problème. Pourquoi, à la date d'aujourd'hui, avec toutes ces formations, toutes ces sensibilisations, l'agent de santé doit être le meilleur exemple de prise en charge des personnes vivant avec le VIH et non le premier à les stigmatiser. Là, on a un grand boulot à faire. C'est une très grosse difficulté qu'on a. Docteur Bassirou, le constat, l'état des lieux. Ce que Awa vient de dire, je vais illustrer ça avec quelques exemples. Aujourd'hui, un malade qui vient avec une ordonnance du CESAC ou une structure de prise en charge des personnes vivant avec le VIH connue, qui rentre dans une structure de santé X pour bénéficier de soins, avec ce papier déjà, dès qu'on voit cela, vous allez voir que le médecin, le premier geste du médecin, il va chercher à porter des gants. Alors qu'il a passé toute la journée à consulter les gens, à travailler, à faire des soins sans porter des gants. Mais dès que, à la vue de l'ordonnance seulement là, de cette ordonnance, il va porter des gants. C'est de la discrimination. C'est de la discrimination. Et malheureusement, ces pratiques, on les voit au quotidien. Le médecin, les agents, on doit porter les gants s'il le faut pour par rapport à tout le monde. Exactement. Mais pas tout simplement parce que la personne est infectée par le VIH. Ouais. Les mesures universelles, ça c'est connu en santé. Les mesures universelles nous exigent d'avoir un certain nombre de pratiques. Et parmi ces pratiques-là, il y a le port du gant. Exactement. Oui. Vous continuez? Oui, je continue en faisant un clin d'œil. Il faut le dire, c'est le lieu. C'est très important. Oui, au cabinet privé. Un point d'ombre qui n'est pas du tout connu par beaucoup, mais les patients qui vont souvent dans les cabinets publics, sont aussi discriminés. Okay. Ils ne veulent pas chercher à savoir, même souvent avec un coup de fil, ça ne marche pas. Okay. On ne le prend pas, on ne le prend pas. Mon cabinet, ça m'appartient. Ça, c'est un facteur. Deuxième facteur, les femmes qui vont pour la consultation prénatale. Que chaque cabinet privé prenne la responsabilité de donner le bilan, comment vous dites les médecins, le bilan prénatal à toutes ces dames qui en ont besoin. Le VIH, on ne le lit pas sur les yeux. Il faut le test. C'est une nécessité. Je le dis parce qu'on a eu des cas de femmes qui n'ont jamais fait le bilan prénatal. Soit elles font le bilan prénatal à moitié, où il n'y a pas le VIH. Le VIH n'est jamais demandé et c'est des femmes qui nous amènent des enfants toujours infectés. Okay. On a la preuve. Moi, j'ai l'habitude de me mettre en contact avec certains, comment vous les appelez, les promoteurs de cabinet qui ont reconnu leur tort. Et aujourd'hui, à chaque fois que je peux, je passe les voir. Ce n'est pas officiel, mais entre nous, je passe les voir pour voir comment ça se passe en réalité. Et je crois que c'est vraiment nécessaire pour nous. Il faut leur implication, qu'ils sachent vraiment que ils doivent le faire, c'est leur rôle. Exactement. S'ils ne peuvent pas, qu'ils envoient ces dames dans des structures spécialisées pour la prise en charge.
Docteur Bassirou, c'est important ce qu'elle dit, ça pose la notion de responsabilité. Est-ce que médicalement, les cliniques ou les médecins ont l'obligation de procéder aux tests sur le VIH pour toutes les femmes enceintes? Aujourd'hui, dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant, la proposition du test de dépistage doit être systématique. Je dis bien la proposition, jusqu'à preuve de contraire. On n'a pas un texte qui rend obligatoire le test, mais la proposition doit être systématique. Les gens ont été formés dans ce sens. Les acteurs qui font les CPN, les consultations prénatales, ont été formés dans ce sens. Quand vous recevez une femme enceinte, vous devez proposer systématiquement le test de dépistage du VIH. Si elle accepte, vous devez continuer le processus jusqu'à aller faire le test et en fonction du résultat, adapter la prise en charge. Si le résultat est négatif, il faut faire ce qu'il faut. Si le résultat est positif, aussi faire ce qui est demandé. Maintenant, si elle décide elle refuse de faire le test, c'est aussi son droit. Exactement. Mais sauf que vous devez rappeler qu'éventuellement, s'il s'avère qu'elle est infectée, elle pourrait contaminer son enfant. Donc, ça nous ramène à la notion de sensibilisation. Pour terminer avec vous, madame, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ce changement de perception sur le VIH et comment lutter efficacement sur la stigmatisation et la discrimination? Pour terminer. Moi, je crois qu'il faut une large sensibilisation, mais une large implication de l'État. En faisant quoi? En renforçant les politiques et les lois. Moi, je crois que c'est... Un dispositif institutionnel plus accru. Exactement. Docteur Bassirou. Soutenu par la sensibilisation. Soutenu par la sensibilisation. On termine avec vous, docteur Bassirou. Stigmatisation, discrimination, est-ce possible? Oui. Moi, je crois à un monde sans sida, je crois à un monde sans discrimination, sans stigmatisation dans le cadre de la lutte contre le sida. Mais à condition qu'il y a des jalons qu'il faut poser, que nous revoyons nos textes législatifs pour les adapter à l'évolution de cette lutte, que nous revoyons aussi beaucoup de nos réalités socioculturelles, que nous ajustons cela. Mais l'être humain est cher. On ne doit pas traiter l'être humain comme... On ne doit pas traiter son semblable comme ça. Personne ne sait ce que nous réserve demain. Donc pour moi, nous devrions avoir le cœur humain et nous occuper de nos semblables. Voilà, mesdames et messieurs, une belle conclusion qui met un terme à cette émission. Le sida n'est pas une fatalité. Je pense que c'est la leçon qu'il faut tirer de cette émission. On peut lutter contre le sida et le meilleur moyen de lutter contre le sida n'est pas que médical. Il y a aussi cette prise en charge psychosociale qui commence d'abord par éviter tout comportement discriminatoire ou remettre en cause le malade à travers des idées préconçues qui ne sont pas le plus souvent fondées. Voilà, mesdames et messieurs, c'était notre modeste contribution dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination sous toutes ses formes. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro. Retenez d'ici là que sur ce plateau aujourd'hui, nous étions avec Dr Bassirou Diallo, conseiller à l'ONU-SIDA, fervent militant de la lutte contre le VIH-SIDA au Mali, et Awa Diko, qui est chargé du suivi et évaluation auprès de Arcade Santé SIDA. Awa qui nous a partagé des moments d'émotion très intenses qui, nous espérons, interpelleront chacun de nous aujourd'hui quant à notre regard vis-à-vis de cette maladie. Merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain pour un autre numéro de Recto Verso.